Les élections sont programmées pour dimanche, le 26. Je pose la question. Et je ne demande pas de réponse, je n'ai pas de qualité pour demander des réponses. Nous n'avons pas de qualité pour cela. Que les acteurs se définissent. Mais nous posons la question. Égale à la situation actuelle, la situation que nous connaissons. Compte tenu de la position des uns et des autres, est-ce que des élections sont possibles aujourd'hui au Sénégal? Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer à implorer Dieu, à tendre nos mains à Dieu et à l'ensemble des démembrements de toutes les confréries religieuses qui sont au Sénégal. Les confréries musulmanes, la chrétienté, pour nous demander de faire pression. Mais alors de faire pression, il ne s'agit pas de rester chacun au niveau de son califat et de regarder faire. Il faut qu'il se lève. Dimanche, c'est demain. Nous n'avons plus le temps à attendre pour que les acteurs se rencontrent. La paix, rien que la paix pendant cette élection présidentielle du 26 février, c'est aussi le souhait de toutes les organisations de femmes du Sénégal et de l'Afrique. Des messages sont lancés à cet effet par une représentante des femmes africaines et une autre mandatée par la présidente du Libéria. Les différentes réactions sont recueillies par Louis-Philippe Sagna. Du matin au soir, nous évoquons la paix dans nos salutations, dans nos prières. Jàmm fanane, jàmm yendo, jàmm rek, la paix, rien que la paix. Cette paix qui est actuellement perturbée par des scènes de violence, des scènes atroces, reliées jusque dans nos foyers par les médias, avec des blessés graves, des morts, nous oblige à continuer à crier, je dis, à délivrer encore des messages de paix en cette période de campagne électorale. Le Sénégal est un pays de dialogue, tout le monde le sait. Et dans un contexte où les hommes substituent la violence aux discussions, les femmes restent la seule alternative pour créer les conditions d'un dialogue franc et sincère. Gage de la tenue d'élections calmes et apaisées. Nous demandons à nos frères qui sont dans les bataillons politiques, et encore plus pour ceux qui sont candidats, de faire des déclarations d'appel à la paix. Parce que si nous voulons que les gens puissent aller dimanche tranquillement, je pense que ce n'est pas difficile. Que chacun d'eux prenne 5 minutes de son temps d'antenne ou 2 minutes pour apaiser les esprits et demander à ce que dimanche, tout le monde puisse partir en paix, voter et revenir. Nous avons tous connu cette situation à un moment ou un autre de notre histoire. Nous l'avons surmontée sans aucun doute avec le soutien de nos sœurs sénégalaises. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous témoigner notre solidarité dans votre combat pour la paix qui est aussi le nôtre. The President of Liberia, the President of the Women of Africa, your President. En ce jour où vous vous levez pour la paix au Sénégal, en pleine violence électorale, je suis avec vous. Sans la paix, vous n'avez rien. Que le peuple sénégalais parle par les urnes et non par les explosifs. By throwing petrol bombs. La paix au Sénégal, des prières ont été formulées dans ce sens à l'occasion du Gamou annuel de Goléré, c'est dans le département de Podor. Cette manifestation religieuse dédiée au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a été suivie par de nombreux fidèles venus des villages environnants, nous dit Madine Daou. Ils étaient des centaines de fidèles et représentants de Daïra des villages environnants à rallier Goléré pour assister au Gamou annuel. Dans cette localité du département de Podor, dit-on, a séjourné la famille de la vénérée Mame Diarra Bousso. D'autres grandes figures ont entretenu le rayonnement de l'islam. Parmi ceux-là, Thierno Idrissa, plus connu sous le nom de Thierno Demba Koumbayel Sow. Cet érudit a formé de nombreux talibés qui continuent aujourd'hui sa mission. Au cours de cette nuit dédiée au prophète Mohammed,
paix et salut sur lui, Thierno Oumar Touré de Agnam Sivol, qui a bénéficié de son large savoir, a retracé la vie et l'œuvre du messager de Dieu. Ses propos ont tenu en haleine toute l'assistance et les organisateurs, parmi lesquels le maire de la commune, qui a lancé un appel. Au nom de notre marabout, Thierno Dembokumelso, au nom des Oulamas et surtout au nom de l'imam Ratib de Goléré, nous avons demandé aux oulémas de notre zone, par la grâce de Dieu, par la grâce de cette nuit, de prier pour le Sénégal, pour que la paix soit pérennisée et sauvegardée et que le Sénégal vive encore et pour toujours, pour nous, mais surtout pour les générations à venir. Jusqu'au petit matin, les voix chaudes de Idrissa Sow et d'Irarba ont égayé les fidèles en chantant les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Suite au communiqué du CNRA rappelant les dispositions du code électoral interdisant la diffusion de tout élément de campagne à partir du vendredi 24 février 2012 à minuit, beaucoup d'organes audiovisuels, radio et télévision sont entrés en contact avec l'organe de régulation de l'audiovisuel sur la question des débats politiques le samedi 25 février 2012. Le CNRA rappelle que cette interdiction concerne tout élément relatif à la campagne électorale, y compris les débats, interviews et revues de presse. Encore une fois, le CNRA en appelle à l'esprit de responsabilité de tout un chacun. Ailleurs dans le monde, la communauté internationale se mobilise pour la reconstruction de la Somalie. Plusieurs institutions internationales ont répondu à l'invitation du Premier ministre britannique. L'objectif est clair, rétablir la sécurité dans ce pays de la Corne de l'Afrique. C'est toute la communauté internationale qui s'est mobilisée ce jeudi à Londres pour sortir la Somalie du chaos. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a fait le voyage, de même que la secrétaire d'État américaine, Hillary Clinton. Les dirigeants des pays de la Corne de l'Afrique, plusieurs institutions internationales ont aussi répondu à l'invitation du Premier ministre britannique, David Cameron, qui a lancé un vibrant appel en faveur de la Somalie, défigurée par plus de 2 décennies de guerre civile. Dans ce pays où il y a si peu d'espoir, où règne le chaos, la violence et le terrorisme, les pirates perturbent les routes commerciales vitales et kidnappent les touristes. Des jeunes esprits sont empoisonnés par le radicalisme. Et ce n'est pas seulement la Somalie qui est menacée, c'est le monde entier. Hier à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU avait donné le ton en approuvant une résolution portant les effectifs de la force de l'Union africaine en Somalie à 17 000 hommes au lieu de 12 000. L'objectif est de combattre plus efficacement les islamistes Shebab. Grâce aux troupes de la MISOM, les insurgés sont de plus en plus faibles. Le processus de paix se consolide et le gouvernement de transition se renforce. Rétablir la sécurité coûte que coûte en Somalie, c'est la priorité de la communauté internationale. L'objectif est de donner à la Somalie les structures de base censées remplacer d'ici le mois d'août prochain le gouvernement de transition. La secrétaire d'État américaine, Hillary Clinton, a mis en garde ceux qui tenteront de nuire au bon déroulement du processus politique en cours. Un message destiné notamment aux islamistes Shebab. Nous sommes totalement opposés à toute négociation avec les Shebab. Le président du gouvernement de transition somalien et sa délégation à Londres espèrent que cette mobilisation sans précédent aboutira à un véritable plan Marshall en faveur de son pays qui vit dans le chaos depuis l'effondrement du régime de Siad Barre en 1991. Place maintenant à l'actualité en Afrique et dans le reste du monde. Nous commençons par le Tchad où le mouvement patriotique pour le salut vient de remporter les premières élections locales du pays. La Cour suprême tchadienne confirme la victoire du mouvement patriotique pour le salut, le parti du président Idriss Déby, lors des premières élections locales de l'histoire du pays. Le MPS a remporté la majorité absolue dans les principales villes. La Cour suprême a cependant relevé des irrégularités et a annulé le vote dans 2 arrondissements de N'Djamena. En Libye, le
tribunal militaire de Benghazi s'est déclaré incompétent pour juger une quarantaine de partisans de Mouammar Kadhafi. Ils étaient poursuivis pour complot contre la révolution. Mais le tribunal militaire a estimé que l'affaire n'était pas de son ressort, les prévenus étant majoritairement des civils. Une décision saluée par leurs avocats, elle intervient au moment où les critiques se multiplient contre les milices issues de la rébellion accusées de torturer leurs prisonniers. On connaît désormais la date du verdict dans le procès d'Hosni Moubarak. Ce sera le 2 juin prochain. L'ancien président égyptien risque la peine de mort pour son rôle dans la répression des manifestations l'an dernier. Ses avocats ont plaidé non coupable. Jeudi matin, 16 voitures piégées, 8 bombes et 4 attaques menées par des hommes armés ont ensanglanté l'Irak. Plusieurs quartiers de Bagdad, mais aussi les provinces de Salah Eddin, Diyala, Babylone et Kirkouk ont été victimes de ces attentats attribués à Al-Qaïda. Ils ont fait une cinquantaine de morts et au moins 250 blessés. Alors qu'elle intervient en pleine crise politique entre chiites et sunnites, la série d'attaques ne semblait pas dirigée vers une communauté en particulier. Civils et forces de l'ordre sont les principales victimes de ces attentats. La colère n'est pas retombée en Afghanistan. Lundi soir, des djihadistes américains ont incinéré plusieurs exemplaires du Coran. Ils soupçonnaient des prisonniers de les utiliser pour échanger des messages. Malgré les excuses du président américain, de violentes manifestations durent depuis 3 jours. Mercredi, 9 personnes sont décédées au cours des émeutes. Émeutes qui ont fait 3 nouvelles victimes civiles dans la matinée de jeudi. Un soldat afghan a lui ouvert le feu sur des soldats américains lors d'une manifestation dans l'est du pays et tué 2 d'entre eux avant de s'enfuir. Mercredi, les 2000 passagers du train qui assurait la liaison entre la capitale argentine, Buenos Aires, et sa périphérie ont senti un choc puissant. Le train ne s'est pas arrêté dans la gare terminus d'Oncé. Il a percuté le heurtoir en fin de voie à 20 km/h et le deuxième wagon s'est enfoncé de 6 mètres dans le premier. L'accident a causé la mort de 50 personnes et fait au moins 675 blessés. Les accidents ferroviaires surviennent régulièrement dans le pays. Le matériel, trop vieux et mal entretenu, est mis en cause. 3, 2, 1. Le geste est symbolique et bien mis en scène. Il annonce le début du chantier du Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine. Le bâtiment ouvrira ses portes à Washington en 2015. Je veux que mes filles voient les chaînes qui entravent les esclaves, a déclaré le président américain Barack Obama, avant d'ajouter « Je veux aussi qu'elles écoutent la trompette de Louis Armstrong et qu'elles considèrent le musée non seulement comme une tragédie, mais comme une célébration de la vie. » Et nous revenons à présent à l'actualité sénégalaise pour parler de la réhabilitation des centrales électriques du Cap des Biches, de Boutout et de Kahone. Coût des travaux 11 milliards de francs CFA. Un accord de partenariat a été signé entre la Société nationale d'électricité et ses partenaires pour la réalisation du projet Thiorodia. Grâce à la signature de ce contrat entre Sénélec et Mandiesel Turbon France, 3 centrales électriques vont être réhabilitées. Il s'agit des centrales du Cap des Biches, de Boutout et de Kahone. La réalisation d'un tel projet va permettre à la Sénélec de renforcer ses capacités de production en énergie et de réduire ses dépenses. Nous n'avons plus de délestage par manque de combustible. C'est important. Nous n'aurons plus, et nous n'avons pas actuellement, de délestage par manque de capacité. Avec la réhabilitation qui est en train de se faire, mais aussi avec les nouvelles capacités que nous allons acquérir. Il y a aussi, après le renforcement de la capacité, des actions à mener par rapport à la demande, au niveau de la demande. Donc il faut faire des économies d'énergie, il faut changer les comportements pour nous placer dans une situation de satisfaction totale des besoins de notre pays. Le Sénégal est confronté à une crise énergétique qui se traduit par un déficit de production. C'est pourquoi ce programme de restructuration du secteur énergétique a été mis en œuvre. Il y a 3 sites. Le site de Cap des Biches, qui est un site où il faut remplacer certaines machines obsolètes. Le délai est de 15 mois. Bien sûr, si on peut faire moins, on le fera.
Il y a le site de Boutout, donc le délai, lui, il y a beaucoup de travail et il y a surtout un rétrofit machine à faire pour que ces machines soient performantes, plus performantes qu'elles le sont actuellement, avec des remplacements de turbosoufflantes sur les moteurs par des turbosoufflantes de type 29S qui sont du dernier cri chez MAN. Donc ça implique des modifications de support, des modifications de réfrigérants. Dernier challenge, et là c'est réellement un challenge, c'est la centrale de Kaon 1 qui a 4 moteurs pistiques de type PC25, des moteurs en ligne, qui ont été arrêtés depuis plus de 2 ans. Ces moteurs en ligne, ce sont d'excellents moteurs qui sont très solides, très fiables, qui pourront, quand une fois remis en état et avec des auxiliaires qu'il faut, seront capables de vivre encore très longtemps. Ce programme de restructuration a été réalisé grâce au financement de l'Agence française de développement et l'appui du pouvoir public. D'ailleurs, depuis quelques années, l'État du Sénégal ne cesse de s'investir pour améliorer la qualité des services offerts par Sénélec. Nous passons maintenant à la santé. Pour tirer un meilleur profit des ressources mises à la disposition du Sénégal en matière de lutte contre le sida, il est bon d'harmoniser les interventions et c'est à cela que l'Alliance nationale contre le sida a convié ses partenaires à un atelier. Il s'agissait de partager sur les meilleures pratiques pour tendre vers la qualité et mieux utiliser les fonds alloués par le principal bailleur, Oumar Diaw. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a mis d'importantes ressources financières à la disposition du Sénégal. Pour ce qui concerne le sida, la NCS est récipiendaire principal des programmes du Fonds mondial. L'Alliance nationale contre le sida a organisé cet atelier pour harmoniser les différentes interventions menées avec ses partenaires. Il est extrêmement important, à l'issue d'un an de mise en œuvre, de s'arrêter pour regarder un peu ce que nous sommes en train de faire ensemble, quels sont les résultats, mais comment nous pouvons aussi travailler en synergie, comment nous pouvons travailler pour mieux articuler et coordonner nos interventions pour être plus efficaces. La NCS travaille avec une trentaine d'ONG et quelques 200 organisations communautaires de base. Une telle rencontre permet aux intervenants d'échanger leurs pratiques pour les rendre plus performantes. L'appréciation des résultats doit aussi intégrer la dimension qualitative. Il ne s'agit pas seulement de travailler juste pour atteindre un résultat de manière quantitative en termes de nombre de personnes que nous avons touchées ou de nombre de personnes qui ont bénéficié de nos interventions, mais c'est de voir la qualité de ces interventions-là. C'est de voir en quoi les interventions que nous sommes en train de dérouler sur le terrain répondent aux aspirations et aux besoins des populations. Les réalisations de chaque sous-bénéficiaire ainsi que les contraintes seront passées en revue. La rationalisation des ressources apparaît comme une nécessité avec les difficultés actuelles du Fonds mondial. Il nous arrive parfois d'avoir beaucoup de retard dans les décaissements du Fonds mondial et ça perturbe notre plan d'action, ça perturbe la mise en œuvre des activités. Toutes les interventions du programme du Fonds mondial seront passées au peigne fin au cours de ces travaux. La NCS compte recueillir les meilleures expériences réussies pour les vulgariser. Oumar Diaw, nous parlons encore des préparatifs de la présidentielle du 26 février prochain. Le ministre chargé des élections, Cheikh Gueye, est revenu sur la distribution des cartes d'électeurs et les doublons notés dans le fichier électoral. Nous l'écoutons au micro de Fatou Diouf. Depuis que les cartes ont été informatisées avec biométrie, la carte a la même validité que la carte nationale d'identité, donc 10 ans pour chaque élection. Mais seulement, Serigne Fall a fait circuler dans le net cette image-là pour montrer que le fichier n'est pas fiable parce qu'on peut avoir 2 cartes. Serigne Fall, dans le net, on a montré une face des 2 cartes, mais on n'a pas montré l'autre versant. Si on avait montré l'autre versant, on se serait rendu compte que les 2 cartes existent. Mais ces 2 cartes, la première, c'est sur le fichier de l'étranger, en Espagne. La seconde carte, c'est sur le fichier de l'intérieur. Alors, cette possibilité-là est acceptée par le Code électoral dans son article L38. L38 qui dit bien de manière claire que les Sénégalais de l'extérieur
ont la possibilité de s'inscrire sur le fichier de l'intérieur, parce que les deux fichiers sont distincts. Alors l'origine de cela, c'est que dans la revue du code électoral en 2006, ce sont les partis politiques et les Sénégalais de l'extérieur qui ont fait une réclamation en disant que eux, ils ne votent qu'aux élections présidentielles et législatives, les Sénégalais de l'extérieur. Et parfois, comme ils sont mobiles, ils sont souvent à l'intérieur du pays, au moment où des élections locales se passent, et ils sont très attachés à leur terroir. Comment faire pour leur permettre de voter aussi s'ils sont sur place pendant les élections locales? Et les politiques ont posé ce problème, pour leur permettre, puisque les deux fichiers sont distincts, pour leur permettre d'avoir une carte à l'extérieur, mais aussi une carte pour le fichier intérieur, au cas où les élections locales les trouveraient ici, ils pourront voter, mais au cas où aussi où les élections présidentielles et législatives les trouvent au Sénégal, qu'ils puissent aussi voter. Nous y reviendrons beaucoup plus en détail dans nos toutes prochaines éditions. Une note colorée pour boucler ce journal. Les rideaux sont tombés sur le carnaval de Guinée-Bissau. 2 jours de fête et au finish, le concours du plus beau masque. Moins connu que le Brésil, mais tout aussi imaginatif, le carnaval de Guinée-Bissau. 2 jours de fête durant lesquels les régions défilent dans la capitale, avec à la clé le prix du plus beau masque, traditionnel ou non. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après Maïmouna Ndir pour le journal de la campagne et aux environs de 23h30, Pape Biram Biguendiaï pour la dernière édition du soir. Merci de votre fidélité. Bonsoir.